D'abord sur l'uranium naturel, où vous prévenez que dans un monde où la géopolitique quand même porte quelques inquiétudes, il faut prendre des mesures assurantielles concrètes. Alors c'est vrai que 40% de notre uranium vient du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, du coup passe dans les mains de Rosatom. Malheureusement, Rosatom est en train d'acheter des parts supplémentaires dans des mines un peu partout dans le monde. Donc ma question c'était, qu'est-ce que vous entendez par mesures assurantielles concrètes? Là, moi j'ai pas vu pour l'instant. Deuxième étape, qui est en fait la dernière, Cigéo, un projet qui a 20 ans de retard, qui coûte plusieurs milliards. La Cour des comptes dit qu'on a affaire à des ressources financières non garanties et qu'un risque d'arrêt, il y a un risque d'arrêt à chaque renouvellement de contrat avec les exploitants pour justement avoir ces ressources financières. Qu'entraînerait un arrêt, justement, si on manquait de ressources? Et puis, je voudrais me concentrer sur un point qui a été soulevé dans un article de Mediapart hier, c'est la question des déchets étrangers, notamment qui viennent du Japon, qui viennent d'Allemagne. À l'heure actuelle, la loi interdit le stockage en France de déchets étrangers, mais il se trouve que depuis, il y a eu une disposition qui fait qu'on peut avoir recours à un équivalent et qu'en fait, on retraite en France des déchets étrangers, on leur renvoie des déchets français parce qu'en fait, sinon, à un moment, il va y avoir saturation. Et l'ASNR dit que ce principe du recours à un équivalent ne doit pas conduire... Alors d'abord, ne doit pas être utilisé pour contourner l'exigence du retour chez l'envoyeur étranger et que par ailleurs, ça ne doit pas conduire à une modification significative des besoins d'installation, d'entreposage ou de stockage. Et l'ASNR dit dans cette même décision que l'accueil de ces déchets en provenance du Japon en particulier grignote 62% des marges de Cigéo. Alors, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une modification significative des besoins ? Et qui est qualifié pour apprécier cette modification significative ou pas? Parce qu'en fait, si on a grignoté déjà plus de la moitié des marges de Cigéo avec des déchets d'origine étrangère, est-ce qu'il va falloir encore agrandir Cigéo ou faire un nouveau projet de stockage? Et donc l'étape précédente, c'est celle de l'entreposage, puisqu'en attendant, Cigéo n'existe pas, et donc il faut bien entreposer les déchets retraités. Et là, j'en viens à La Hague, au Cotentin. Vous avez décrit le projet d'aval du futur, densification des nouvelles piscines, nouvelle usine de retraitement, une nouvelle usine du MOX. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des études sur les consommations de votre part en eau, en énergie, les effluents gazeux, les effluents en mer, etc. Et puis, je reviens à la question de tout à l'heure. Les déchets en provenance de pays étrangers, une fois qu'ils sont retraités, donc ils sont entreposés ici en attendant d'être stockés, mais Cigéo, c'est pas pour demain. Et est-ce que là aussi, on ne va pas être obligé de construire des piscines supplémentaires, des usines supplémentaires de retraitement pour traiter tous ces déchets qui nous viennent de pays étrangers, dont l'ASN dit que c'est des pays qui n'ont pas de solution justement là-bas? Alors, je vais prendre la première question sur l'uranium naturel. Donc à l'heure actuelle, la France a mis en place des mesures assez concrètes plutôt pour faire face à la crise conjoncturelle. Donc EDF diversifie ses sources d'approvisionnement. Effectivement, le Kazakhstan est un acteur majeur, mais c'est pas le seul à fournir en uranium. Il y a des réserves stratégiques, il y a toutes les étapes justement de valorisation, de retraitement des assemblages de combustibles usés pour revaloriser l'uranium et le plutonium dans le cycle avec les MOX, potentiellement dans le futur avec le MREP. Et sinon, la mesure assurantielle la plus concrète, c'est qu'on a des stocks d'uranium appauvris conséquents aussi sur le territoire, et ça serait une étape vers les RNR, en fait, qui, eux, ne font plus entrer d'uranium naturel dans le cycle, qu'on n'a pas pour l'instant. Je vais peut-être, Christophe, te laisser répondre pour la partie Cour des comptes Cigéo. Nous n'avons pas fait à ce stade d'analyse précise du rapport de la Cour des comptes, donc je ne saurais pas le commenter. Ce que je retiens simplement, c'est que de toute façon, le financement par des provisions par les producteurs de la gestion des déchets est dans la loi. Donc après, nous ne savons pas à dire s'ils appliquent la loi, c'est à la Cour des comptes de le voir, et nous ne l'enquêtons pas.
Mais en tout état de cause, la loi prévoit que ce financement soit provisionné par les producteurs. Donc moi, je ne sais pas en dire plus. Concernant votre première question, monsieur le député, donc parmi les mesures assurantielles, il y a différentes échéances. Bon, la première mesure assurantielle, c'est effectivement donc l'uranium appauvri qu'il est possible de réenrichir. Et donc ça correspond à peu près à 8 années de consommation d'uranium naturel. La deuxième mesure, c'est l'amplification de l'utilisation de l'uranium de retraitement. L'uranium de retraitement, donc, qui, pour l'instant, n'est utilisé que dans un réacteur, donc à Cruas, mais il est prévu, je dirais, de généraliser l'utilisation de l'uranium de retraitement. Donc ça, c'est un terme plus éloigné, mais c'est aussi une mesure assurantielle. Enfin, donc, il y a la question de la généralisation du MOX, et notamment le MOX MR, qui va permettre, si vous voulez, le multi-recyclage du MOX, qui va permettre là aussi de s'affranchir encore d'uranium naturel. C'est-à-dire qu'en combinant toutes ces mesures assurantielles, donc, on estime que c'est entre 20 et 40% de la consommation d'uranium naturel qui pourra être évitée. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le moyen terme proche. Maintenant, vous avez indiqué tout à l'heure que le retraitement, enfin, que la fermeture du cycle n'est pas exacte. En fait, on ferme pas complètement le cycle, mais on commence à le fermer puisqu'on réutilise l'uranium de retraitement et on utilise le plutonium dans le MOX. Alors, à très long terme, donc, ce que a indiqué Madame la Présidente, c'est que la seule façon, si vous voulez, de se libérer complètement d'un approvisionnement extérieur, c'est le passage donc au générateur de génération 4. Génération 4 avec donc la possibilité de travailler en partenariat en quelque sorte avec un parc standard, un parc de REP, mais petit à petit, si vous voulez, d'arriver à ce que finalement l'autoconsommation de plutonium suffise à alimenter l'ensemble du parc. Et donc, à ce moment-là, c'est pour la fin du siècle, très probablement, c'est effectivement l'indépendance totale par rapport aux approvisionnements extérieurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait donc une mesure assurantielle. Et nous pensons qu'à très long terme, la seule solution pour véritablement s'affranchir de tout approvisionnement extérieur, c'est effectivement la mise en place de génération 4, de RNRNA de génération 4. Je dois dire, ce n'est pas une façon de faire exotique. Hein. Ça se fait entre tous les pays. Par exemple, la Suède a retraité ses déchets il y a très longtemps et on a fait ce qu'on appelle en anglais un waste swap, un échangement de déchets. Ce qui fait qu'on reprend des déchets qui sont compatibles, c'est ce que la France va faire dans ce cas-là, compatible avec le CIGEO. De partance, on vise ça. Les déchets qu'on va échanger avec le Japon, par exemple, seront compatibles avec les critères acceptés pour CIGEO. Ce qui fait qu'on n'a pas à faire des ajustements comme apparemment cet article le dit. Ce ne sera pas du tout nécessaire parce que c'est déjà de partance, dans cet échange de déchets, c'est déjà fait. Et je sursaute un peu sur le chiffre de 62%, ça me paraît... c'est la SNR, ça. Pour le coup, c'est pas l'article. 62% de la marge. La marge. Oui, c'est pas la capacité. Hein. 11% de la capacité. Oui, c'est possible. Mais de toute façon, on n'a pas, point de vue entreposage et point de vue critères d'acceptation de CIGEO, ça ne pose pas de problème parce que l'échange des déchets se fait seulement quand c'est complètement compatible avec le stockage qu'on est en train de vouloir, qu'on est CIGEO, finalement, qu'on est en train d'instruire.
L'entreposage. Peut-être mes collègues voudront parler de cette question, mais j'introduis le sujet en disant que donc nous avons longuement regardé donc ce qu'il en était donc des marges d'entreposage à l'heure actuelle, les mesures qui ont été prises donc de densifier en quelque sorte les installations existantes nous paraissent suffisantes et nous paraissent bien programmées. Ceci étant, il est clair que l'extension ou plus exactement le renouvellement des installations de la Hague, des usines de retraitement, va s'accompagner de la construction de la fameuse piscine centralisée qu'EDF a essayé d'implanter à la Hague, et puis finalement y a renoncé parce que pour les populations, donc ce projet prenait, comment dire, une teneur d'entreposage définitif. Et en fait, inclure, si vous voulez, la question des piscines dans un projet de réforme, de renouvellement des installations de la Hague, montre que, si vous voulez, il s'agit d'un projet cohérent. C'est un entreposage d'une durée limitée en vue ensuite d'un retraitement. Ceci étant, nous accordons une grande importance à cette question-là, et notamment à la tenue des combustibles entreposés, et en particulier donc des MOX entreposés, parce que ce sont des sujets nouveaux, ce sont des sujets très importants, et si vous voulez garantir la bonne tenue des combustibles entreposés, c'est à l'évidence une question centrale pour la fermeture du cycle. Donc nous sommes très attentifs à cette question, et nous allons donc porter notre attention sur ce sujet dans les mois qui viennent. Et peut-être, pardon, si je peux compléter par rapport à la question sur les consommations d'énergie, d'eau et d'air sur les nouvelles usines du cycle. Donc, spécifiquement, on n'a pas fait d'études de ce côté-là. Les changements qui pourraient s'opérer, c'est au niveau de l'usine de retraitement, de par un potentiel changement de procédé de retraitement, donc qui est évoqué dans le rapport. Orano pourrait passer du procédé Purex au procédé PUMAS. D'un point de vue environnemental, il y aurait un gain, notamment en termes de diminution de la quantité des déchets de type azoté, et aussi, étant donné que le procédé passe d'une molécule qui s'appelle le TBP, qui est le tributylphosphate, vers une autre molécule pour extractant de l'uranium et du plutonium, qui serait un monoamide, c'est la suppression aussi de tout ce qui est déchets de type phosphaté.